le mental joue un rôle, le combat mental. L'aspect friable, solide du mental ce jour-là. Parce qu'il faut pas se mentir. La seule promesse qui est toujours tenue en course à pied, si on veut se remettre un peu en question, c'est qu'il y a une part de souffrance. Je sais pas si le mot souffrance est le mot qui convient. Malgré tout, un petit peu. Une part de douleur, une part de moteur qui est poussé à fond. Il y a un peu ça. Et donc, le mental, c'est ce qui vous permet de l'accepter, de l'intégrer, de la positiver, de la relativiser. Et c'est vrai que certaines fois, avant même de mettre le dossard avec l'épingle à nourrice, oui, non, aujourd'hui, mon gars, t'es pas prêt à souffrir. Tu vas pas mourir pour ça. Mais il faut être dans des dispositions qui vous font accepter ce combat entre vous-même et vous-même. C'est jamais un combat avec les copains, jamais un combat avec le mec qui court plus vite que vous, ni même avec celui qui court moins vite que vous. Et était-ce un combat? C'est un corps à corps entre vous-même et vous-même, c'est un peu ça. C'est ça qui est un des grands mystères de la course à pied. Vous êtes entraîné, vous avez été bon élève, mais le jour J, est-ce que tu vas bien courir? Votre corps le sait, et c'est un secret qu'il garde. Votre esprit ne le sait pas. Et donc, vous pouvez mettre en équation tout ça, être le meilleur élève possible. Là, en l'occurrence, j'avais pas été très bon élève. Vous ne savez pas. Et après, quand la course est accomplie, waouh, j'ai fait 3,15, 3,20 en marathon, c'est génial. Et vous dites, bah, je te l'avais dit, t'as tellement bossé, il n'y avait pas de raison objective pour que tu ne le fasses pas. Bah, il n'empêche qu'un an avant, vous l'avez pas fait. Il s'est passé quelque chose ce jour-là, mon corps, mon organisme, peut-être m'étais-je réveillé trop tôt, avait mal mangé, peut-être étais-je stressé. Mais là, je regarde mes copains, je dis, oh, on a fait 26 kilomètres les garçons là, et je suis déjà très très mal. Et donc, il y a eu alerte rouge dès le début. En fait, c'est mystérieux. Des années après, je ne sais toujours pas pourquoi, mais ça m'a mené à quelque chose que je n'avais évidemment pas prévu, qui est ce combat entre le 25e et le 80e. Je pensais en baver à partir du 60e. Et là, ça a été très difficile très tôt. Sur les 7-8 camarades que nous étions, il y en a plusieurs, 2 en particulier, et 3, qui, sans me le dire, ont eu cet acte d'une incroyable générosité qui est: écoute, on va avec toi jusqu'au bout. On te trimballe en civière s'il le faut, mais c'est nous qui allons t'amener jusqu'au bout. On remplira ta gourde, on va t'aider, on te tractera dans les côtes, voilà. Je ne suis pas sûr qu'ils me l'aient dit dès le début, qu'ils aient eu l'incroyable gentillesse de me dire on sacrifie nos 3 mois d'entraînement parce que notre but c'est plus de finir, c'est de finir avec toi. Vous vous rendez compte un peu? Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course épique. Pour commencer, un rapide mais très sincère merci à tous pour vos encouragements et vos retours enthousiastes sur les derniers épisodes de Course épique. Si vous avez envie de soutenir Course épique, les 3 meilleures choses à faire, vous abonner sur les différentes plateformes de streaming, noter et rédiger un avis sur Apple Podcasts, et enfin, en parler largement autour de vous, sur les réseaux sociaux, dans la vraie vie. Et n'oubliez pas, pour ne rien manquer des coulisses du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. Pour notre épisode d'aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Gilles Boulot, grand passionné de courses sur route et de trail, qu'il pratique déjà depuis plus de 30 ans. Vous avez forcément croisé Gilles sur un écran à l'occasion d'un JT de TF1 ou d'une interview avec une personnalité politique. Mais peut-être l'avez-vous déjà aussi aperçu au détour d'un sentier, basket au pied, à l'occasion du marathon du Mont Blanc, de l'ultramarin, du marathon de Berlin ou encore l'éco-trail dont nous allons parler plus largement aujourd'hui. Gilles va ainsi nous raconter comment il fait coexister son activité professionnelle intense et riche d'imprévus avec des parenthèses sportives quasi quotidiennes consacrées à la pratique de cette passion qui l'habite, la course à pied. Vous l'entendrez dans nos échanges, Gilles envisage la course à pied avant tout comme une aventure collective qu'il prend plaisir à partager pour l'apprécier plus encore. Cette dimension collective et cette solidarité qui lui sont si chères vont être particulièrement mises à l'épreuve à l'occasion de sa participation aux 80 km de l'Éco-Trail de Paris en 2015. Une course qui, dès les premiers kilomètres, va s'avérer très délicate pour Gilles et dans laquelle ses compagnons de course vont jouer un rôle décisif pour se donner toutes les chances de rallier ensemble le premier étage de la Tour Eiffel en guise de spectaculaire ligne d'arrivée de cet Éco-Trail. Je vous invite à plonger avec moi dans ces échanges passionnants avec Gilles qui se livre aujourd'hui avec une verve sans pareille, beaucoup d'enthousiasme et de spontanéité pour cette course qui a marqué sa vie de sportif. Mais je ne vous en dis pas plus, Gilles va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course épique, les copains d'abord.
Bienvenue sur Course épique, le podcast running et trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course inoubliable grâce au témoignage de son invité. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course épique qu'elle se raconte. Course épique, c'est un invité, une course, une histoire hors du commun. Bonne écoute! Bonjour Gilles, je suis ravi de vous recevoir dans ce 28e épisode de Course épique. Comment allez-vous ? Ça va très bien, Guillaume. Bonjour à vous. Enchanté d'échanger avec vous. Avant qu'on s'intéresse plus particulièrement à votre pratique sportive, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots à nos auditeurs pour peut-être ceux qui ne vous connaîtraient pas ? Alors, je suis un sportif amoureux fou du sport, donc je ne fais pas un métier, j'ai évidemment pas le niveau. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Que je suis tombé amoureux de la piste et de la cendrée. Vous vous rendez compte, la cendrée, ça ne nous rajeunit pas. Quand j'avais, 14-15 ans, un prof de gym nous a emmenés sur un stade à côté de là où j'habitais, entre Colombes et Gennevilliers. Et il avait un grand sac de sport et dedans, il y avait des pointes. Des vieilles chaussures. Il me dit, voilà, tu chausses du combien? Alors je dis, je sais pas, du 37, 38, hop, il y en a un. Et là, il dit, bon, les gars, on va courir, quoi. Et donc, on a couru sur de la cendrée avec ces chaussures qui amortissaient pas du tout, mais qui accrochaient incroyablement. C'est une sensation dingue, une sensation de s'arracher à la pesanteur, et j'ai adoré ça. Et donc, voilà, j'ai trouvé ça formidable. Par ailleurs, j'avais aucun don pour les sports collectifs, j'étais pas coordonné. Je me faisais écraser au football, taper dessus au basket, au sumo, j'ai essayé, j'étais pas assez baraqué. Voilà. Donc, la course à pied s'imposait, et puis voilà, ça m'a accompagné toute la vie. Est-ce que ça a été une forme de révélation ? Enfin, c'était très soudain finalement, cette découverte de la course à pied ? Ouais, moi je faisais beaucoup de vélo, j'étais gamin, et je courais pour aller au lycée, j'aimais bien ça, mais voilà, on courait en cours de gym, c'était pas très prometteur comme truc. Et puis ce prof-là, je pense qu'il y a la contrainte extraordinaire du stade, le tour de stade. Et je me souviens de ce prof de gym avec son chrono argenté, schlack, il appuyait, il disait, je sais pas, j'ai trouvé ça, le fait que ce soit normé, qu'il y ait la norme autour du stade, des 400 mètres, j'ai trouvé ça formidable, voilà. Et puis après, très peu de temps après la terminale, voilà, j'étais étudiant à Sciences Po, fallait choisir un sport, il y avait une section course à pied, je me suis inscrit et là, c'était une seconde révélation. Et est-ce que la dimension compétition, elle est vite rentrée dans cette pratique-là, ou est-ce que c'est quelque chose qui arrivait tardivement et que dont vous n'avez pas pris conscience nécessairement dans le début de votre pratique ? Est-ce que c'était pas un objectif en soi, en tout cas, de s'exprimer par des courses avec cette notion de dossard et l'émulation et l'adrénaline que ça peut susciter ? Non, c'est venu plus tard. C'était juste le plaisir d'avoir les poumons qui brûlent, d'avoir cette sensation du cœur qui bat et de se dire, finalement, je suis pas mort, je suis même beaucoup moins que mort, je suis heureux. C'est une sensation étrange, hein. C'est vraiment, ça relève un peu de la révélation. Et après, c'est venu un petit peu plus tard, lorsque j'avais 17 ans, la première année à Sciences Po, donc dans cette section d'athlètes, de course à pied, on courait au Bois de Boulogne, je me souviens, on faisait des tours. Et un copain me dit, écoute, il y a une course qui est en train de se créer, ça s'appelle les 20 km de Paris. C'est dans la rue, ça fait 20 km. Est-ce qu'on s'inscrit ? Je dis, ouais, on s'inscrit. Et donc, en 79, j'ai couru les premiers 20 km de Paris. J'ai retrouvé des photos, pas de moi, malheureusement, parce que ça aurait été hilarant, puisqu'ils ont fêté leur 40e anniversaire, que j'ai célébré en courant, d'ailleurs, en refaisant les 20 km de Paris 40 ans plus tard. Oh, la tronche! Oh, les accoutrements, les t-shirts en coton qui collent, les chaussures. Maintenant, les gens, ils mettent ces chaussures pour aller en boîte de nuit. Les shorts, les bandeaux à la Björn Borg, c'était accablant. Et donc, j'ai un souvenir de cette course. J'avais mis 2 heures. Je suis arrivé, c'était le SAMU. Mais j'étais détruit. Et je me souviens très bien parce que le lendemain et dans les 3 jours qui suivent à Sciences Po, je ne pouvais plus monter les escaliers. J'ai découvert ce que c'était que c'est même plus des courbatures, mais j'avais de l'acide lactique jusqu'au cortex. Et donc, j'étais de côté et tout, c'était dingue. Et bon, et j'ai adoré, je l'ai refait l'après, etc., etc. Mais il n'y avait aucune ambition, non, de compétition, de choses comme ça. Non, c'était pas le but. Quel accomplissement vous trouvez aujourd'hui dans la course à pied ? Est-ce que c'est l'idée de repousser vos limites, un prétexte pour parcourir la France, voir le monde, l'envie de faire des rencontres, de partager, de vous prouver des choses ? Qu'est-ce qui guide toute cette envie et cette passion pour la course à pied aujourd'hui ? Mais c'est tout ça, vous avez très bien résumé. Il y a tout, il y a le besoin, la nécessité impérieuse de se sentir bien dans son corps. Ça pourrait
pareil, si je faisais de la natation ou du judo, voilà. Mais il se trouve que c'est ce sport-là. Mais c'est impérieux. C'est-à-dire que quand je ne cours pas parce que je suis blessé ou je suis vraiment noyé dans le travail pendant 3-4 jours, mais je me sens mal, j'ai mal partout, je me sens mou, je me sens pas bien, pas dans mon état normal. Mon état normal, c'est de courir. Voilà. Et donc, ça, c'est un besoin, c'est une hygiène mentale et une hygiène physique indispensable. La camaraderie, mon Dieu. Ah ouais, le partage. C'est vraiment un sport collectif. C'est bizarre, les gens en ont une conception erronée. C'est vraiment un partage, une découverte. Il y a 2 jours, là, on a fait notre petite sortie classique, le tour des deux lacs au bois de Boulogne. On était tous fatigués entre 2 réunions. On s'est retrouvés à 4 à courir. Et on s'est raconté que des histoires d'anciens combattants du marathon. Qu'on s'est déjà raconté 3 fois, mais une 4e fois, c'est différent. Tu te souviens? Ah ouais, c'était en 2015 à tel endroit. Ah, tu te souviens du marathon du Mont Blanc? Ah là là, qu'est-ce qu'on sait? Et on refait le film. Et à chaque fois qu'on le refait, c'est pour souligner l'entraide, le fait que ce jour-là, j'étais bien, que mon copain n'était pas bien, ou l'inverse. Et qu'est-ce que c'est bien? On s'envoie des petites photos maintenant, on s'envoie des petites photos sur le groupe WhatsApp des coureurs. Donc ça, c'est vraiment pour moi un sport collectif. C'est une joie et parfois une douleur individuelle et un sport profondément collectif. Et puis on découvre des endroits. On découvre des endroits qui ont été, comment dirais-je, rendus au silence pour nous. Vous êtes dans New York, c'est silencieux. Vous êtes dans Paris le jour du marathon, vous entendez les mouches voler, vous entendez les gens vous encourager. Dans toutes les villes du monde, j'ai couru partout, au Cap, à Tokyo, voilà, c'est formidable la course, c'est formidable. Est-ce que vous avez aujourd'hui un format de course de prédilection ou au contraire le plaisir vient aussi de mélanger et matiner les différentes distances, les formats de course sur route avec des formats de trail? Comment est-ce que aujourd'hui vous construisez vos plans à l'année et les différents objectifs parce que vous courez une petite dizaine de courses chaque année? Comment est-ce que tout ça se construit? Et puis est-ce qu'il y a particulièrement un format sur lequel vous avez plus de plaisir? Non, mon plaisir c'est de mélanger. De se dire, ah là là, c'est super, je vais faire ci, je vais découvrir tel endroit, telle ville, tel trail dans une contrée inconnue. Non, mon idéal, c'est l'année 2019, où au gré des hasards, des courses et des dossards, j'ai goûté à tout. Et donc, ça a dû commencer, la première course de l'année, ça devait être un 10 km, la course de la Saint-Valentin dans le parc des Buttes-Chaumont. Quelques jours après, ça devait être le semi-marathon de Paris. Et après, une course sublime que j'avais jamais faite, ça s'appelle Paris-Saint-Germain. Alors, on est moins bien payé que les joueurs du club qui portent le même nom, mais c'est quand même très Et sympa. il y a une côte à l'arrivée qui est extrêmement délicate. Paris, du bois de Boulogne, et traverser la Seine, vous longez le chemin des impressionnistes, c'est magnifique. Et vous montez jusqu'au château de Saint-Germain-en-Laye, ça fait 20 bornes. C'est génial. Cette même année-là, quelques temps après, qu'est-ce que j'ai fait? Le 58 km du Morbihan, qu'est-ce que c'était bien. Et puis un trail en montagne du côté de Morzine, et le marathon de Berlin, et les 20 km de Paris, et le marathon de New York quelques jours après, et on a fini par le cross du Figaro que je n'avais pas fait depuis 35 ans. Ça, c'est tout. Oui. J'ai tout fait, n'importe quoi, dans le désordre, des courses sur lesquelles vous dites, bon, allez, là, mon gars, faut y aller, essaie de faire un bon chrono, prépare-toi. Et d'autres, vous le faites avec des copains, mais malgré tout, il y a l'adrénaline. Il y a le dossard, il y a le chrono, et puis, je sais pas, et puis cette communion. Il y a 20 000 personnes autour de vous, et c'est formidable. Ah ouais, j'adore. C'est le moment de notre pause autodiagnostic. Gilles, est-ce que vous pourriez nous parler de ce que vous pensez être vos points forts et puis vos éventuels points d'amélioration ou les choses que vous rechignez peut-être un peu plus à travailler dès lors qu'il faut mettre en place une prépa pour une course? Est-ce qu'il y a des choses qui sont un peu plus pénibles à mettre en œuvre? La chose évidente que j'ai apprise au fil des années, quelqu'un a dit ça avant moi. Pour ce qui concerne le marathon en particulier, les courses à pied, c'est plus global. Le marathon en particulier, quand on veut atteindre un niveau moyen, certains disent que c'est le sport dans lequel les dons naturels pèsent le moins, sont le moins importants. Je ne parle pas si vous voulez atteindre le niveau d'un Kényan, mais toute personne dans notre groupe de coureurs et de coureuses, on a d'anciens rugbyman, d'anciens handballeurs, des footeux, des gens qui pesaient 90 kilos, qui maintenant en sont en 70. Donc il y a toutes les morphologies, tous les morphotypes. Donc je crois pas que ça demande beaucoup de dons, et moi je crois que j'en ai pas beaucoup. J'ai pas beaucoup de dons naturels. La seule facilité que j'ai, c'est que j'ai un poids et une taille qui, sans aucune contrainte, s'accordent au marathon. Je
Je mange pas des lentilles sans vinaigrette pendant 3 mois pour avoir mon poids de forme. Voilà, j'ai un poids, je fais 1m80, 65 kilos, c'est à peu près dans la norme pour courir. Donc ça, voilà. Ce que j'ai appris, c'est la régularité. Il faut courir, courir, courir. On peut perdre de la VMA, on peut perdre, voilà, mais il faut courir de manière régulière. Il faut changer de terrain à toutes les sorties. Il faut essayer de faire de la côte. Il faut faire du dénivelé. Même en région parisienne, il faut faire 200-300 mètres de dénivelé, trouver un endroit. Après, l'autre secret qui n'est pas un secret, mais qui m'a fait progresser, c'est évidemment le fractionné. C'est un peu de souffrance, beaucoup de satisfaction, beaucoup d'émulation avec les copains. Et ça, le fractionné, le tour de piste, des 200, des 400, des 1200, des 800, des 2000. Là, vous progressez. Vous en bavez. J'allais employer un autre terme plus violent. Mais vous en bavez. Je commence par la lettre d'après, oui. Et c'est incroyable parce que là, les progrès sont très rapides. En 4 semaines, 6 semaines, vous essayez de pincer un peu la récupération, de faire de la récupération pas trop longue pour que le cardio ne redescende pas trop. Mais c'est la magie du corps. Vous dites, ah ouais, mon corps, je lui demande ça, il est capable de faire ça, il me le rend au centuple. C'est génial. Il sait être très gras, je sais pas si c'est le terme, mais dans le sens à l'inverse d'ingratitude, en tout cas, on progresse vite et puis on peut aussi perdre le fil parfois un peu vite en décrochant. Il y a les deux dimensions. Ouais. Et d'un point de vue mental, vous l'avez évoqué la dimension physique, Gilles, mais comment est-ce que vous percevez dans les moments difficiles, sur des épreuves longues comme vous avez pu en faire? Est-ce que vous avez un mental robuste et à toute épreuve? Comment est-ce que vous vous auto-diagnostiquez sur cet aspect-là? Vous posez une question fondamentale, c'est que le mental joue un rôle, le combat mental, l'aspect friable ou solide du mental ce jour-là. Parce qu'il faut pas se mentir, la seule promesse qui est toujours tenue en course à pied, si on veut se remettre un peu en question, c'est qu'il y a une part de souffrance. Je sais pas si le mot souffrance est le mot qui convient. Malgré tout, un petit peu. Une part de douleur, une part de moteur qui est poussé à fond. Il y a un peu ça. Et donc, le mental, c'est ce qui vous permet de l'accepter, de l'intégrer, de la positiver, de la relativiser. Et c'est vrai que certaines fois, avant même de mettre le dossard avec l'épingle à nourrice, oui, non, aujourd'hui, mon gars, t'es pas prêt à souffrir. Tu vas pas mourir pour ça. Et vous l'intégrez, et vous savez. Et d'autres fois, vous dites, écoute, t'es super bien préparé, tu veux faire moins de 3h20 en marathon, il n'y a aucune raison objective que tu n'y arrives pas. La seule raison, le seul obstacle, c'est si tu refuses au 35e kilomètre de te faire un peu mal, quoi. Et donc, faut accepter ça. Et ce combat, je le refuse quelquefois. Quelquefois, je dis non. Écoute, là, non. J'en ai trop bavé par ailleurs, c'était trop difficile au boulot, ou je suis pas assez reposé, etc. Mais il faut être dans des dispositions qui vous font accepter ce combat entre vous-même et vous-même. C'est jamais un combat avec les copains, jamais un combat avec le mec qui court plus vite que vous, ni même avec celui qui court moins vite que vous. Et était-ce un combat? C'est un corps à corps entre vous-même et vous-même, c'est un peu ça. Est-ce que vous pourriez nous raconter, Gilles, comment s'organise une semaine type d'entraînement pour vous quand vous êtes dans une logique de préparation d'un grand rendez-vous? Comment est-ce que vous faites coexister la course à pied, votre vie professionnelle, votre vie familiale? Quelle est votre façon d'opérer? Déjà, ce que vous soulignez bien dans votre question, c'est que c'est une autre forme de combat. C'est un combat contre le temps, contre le fait qu'on a une vie sociale, une vie familiale, une vie amicale, le travail, etc. Ce que je vais vous dire, c'est ce que j'ai fait pendant 15 ou 20 ans avant le Covid, puisque ça a été chamboulé. À TF1, on est un groupe on est 25-30 coureurs, on a un entraîneur, on a un coach qui est absolument formidable. Et donc, on est réglé comme du papier. Nous étions, réglés comme du papier à musique. 12h30, le mardi, sur un stade. Et là, on fait le fractionné, qui varie. On fait de la proprioception avant, on fait de l'échauffement, on fait du gainage. Et là, on fait des séries de 200, des 400, des 800, des 30-30, tous les classiques. Ça, c'est le mardi. Le jeudi, la deuxième séance, c'est tranquillou, c'est parler avec les copains, on fait 2 fois le tour des lacs au Bois de Boulogne, ça fait 11 km, c'est vraiment à 2 à l'heure et c'est juste pour faire du kilomètre. Le vendredi, on a une classique qui est dans mon coin, entre le parc de Saint-Cloud, la forêt de Meudon, c'est un petit 14 bornes avec pas mal de dénivelé, la côte des Gardes que tous les amoureux du Paris-Versailles connaissent. Moi, je la fais 2 fois, je la descends, je la remonte, voilà, ça c'est formidable, c'est le début du week-end, un peu contrarié après.
Le samedi, souvent, ouais, on sort en forêt. La semaine dernière, on a fait 18 bornes. Voilà, on discute. Et là, on va loin, on va jusqu'à Versailles. C'est génial. Et puis le dimanche, une sortie encore un petit peu plus longue. Quand il y a un entraînement spécifique, avec un plan spécifique, tout ça peut être amélioré, affiné avec une nouvelle séance de stade le samedi, mais pas avec forcément la même intensité ou le même but que le mardi. Quelquefois, je fais un petit peu de vélo d'appartement. Voilà, donc c'est un peu ça. Ça va entre 4 séances et 5 séances. Il m'est arrivé quelques fois, mais je me suis blessé, donc à ne pas refaire, de faire une 6e séance. Merci beaucoup pour cette introduction, Gilles. Pour continuer à en savoir un peu plus sur vous, je vous propose de passer à notre redoutable exercice de la basket chinoise, notre portrait chinois version sportif. Première question de cette basket chinoise, si vous étiez un personnage de fiction, qui serait-il et pourquoi ? Un personnage de fiction, ça pourrait être, je sais pas, Forrest Gump. Très bien. Forrest Gump Jolie référence. qui court sans forcément savoir pourquoi il doit courir. Et surtout, il est vu par les autres comme quelqu'un qui court. Il court parce que, comme dans une bande dessinée, de gauche à droite, comme dans Tintin, c'est le sens de la vie. Bouger, marcher, on peut accélérer le pas et courir, c'est le mouvement perpétuel de la vie. Et est-ce qu'il faut questionner la raison de ce mouvement ? Pas forcément. Le mouvement... On n'a pas toujours besoin de réponse. Le but, c'est le chemin, c'est le but. Est-ce que vous êtes adepte de crevettes aussi, comme il peut l'être ? Oui, aussi. Vous prenez pas des tucs au ravito, c'est plutôt l'option crevettes ? C'est l'objet d'une rencontre assez étonnante avec Tom Hanks, que j'ai rencontré une fois pour l'interviewer. Et certains voyaient une ressemblance physique avec lui. Donc on a pris une photo ensemble et on s'en est amusé. Deuxième question de cette basket chinoise, est-ce qu'il y a un animal qui vous ressemblerait, ou qui a des traits de caractère en tout cas, qui serait proche de vous dans votre version coureur ? Ah, votre question est mal posée. Y a-t-il un animal auquel je rêverais de ressembler ? Parce que je pense qu'il a la plus belle vie du monde. C'est pas forcément l'animal dans lequel je serais incarné. Franchement, le chat, c'est pas mal. Une vie de chat, je peux vous dire, je suis payé pour le savoir, c'est quand même pas mal. Tout n'est que luxe, calme et volupté. Une petite chaufferette en doudou, du pilou, une petite plaquette de radiateur, 16 heures de sommeil par jour, on s'étire, tout ça gracieusement. Moi, j'aime bien, je trouve ça pas mal. Beaucoup d'indépendance, pas de compte à rendre. C'est moins dur que le lion dans la jungle, moi, je trouve. Et je trouve ça pas mal. Moins de pression sociale, effectivement, quand on est un chat. Moins de charge. Quand on est le roi de la jungle. Exactement. C'est important, pensons à ces pauvres lions. Une dernière question, Gilles, pour cette basket chinoise. Est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive qui serait une source d'inspiration particulière pour vous ? Il y en a un que j'ai beaucoup admiré, qui est Alain Mimoun. Ce que je vous ai pas dit, c'est qu'en fait, quand j'ai débuté avec ce groupe de coureurs, quand j'étais jeune, j'avais 17 ans à Sciences Po, on courait exclusivement dans le bois de Boulogne. Il y avait des gros rondins, des gros arbres qui avaient été coupés volontairement et qui étaient en travers, notamment pour le parcours du Cross du Figaro qui se déroulait là à l'époque. Et un jour, je vois moi qui avais 17 ans, un très 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 vieux monsieur, tout petit, tout fripé, qui court et qui saute par-dessus ce tronc d'arbre. Et je dis à notre entraîneur de l'époque, qui était un ancien para, je lui dis, mais dites-moi, c'est qui ce vieux là, encourageant? Il me dit, tu ne l'appelles pas vieux, c'est un dieu, c'est Alain Mimoun. Et c'était magnifique. En fait, il n'était pas très vieux. En 79, quel âge avait-il ? Je sais pas, une petite 60aine d'années peut-être, quelque chose comme ça. Et donc, il détenait encore tous les records, etc. Et ce que j'ai compris, c'est qu'il avait encore l'amour des poumons qui brûlent, de l'effort, ça l'a jamais quitté. Je ne l'ai jamais rencontré, je lui ai jamais serré la main, j'ai jamais interviewé. C'est un regret. Et puis il y avait chez lui, d'après ce que j'ai compris, il y avait ça. Il y avait l'humilité, la fragilité de la course à pied, le désintéressement. Il y a quand même pas beaucoup d'argent, pas beaucoup de triche, pas beaucoup de dopage. Maintenant, il y en a malheureusement dans le marathon, mais c'est quand même un sport à notre niveau qui est resté quand même très pur. C'est quand même pas mal la pureté dans le sport. C'est très précieux, effectivement.
Merci beaucoup Gilles de vous être prêté à l'exercice de cette basket chinoise. Le moment est venu de parler plus particulièrement de votre course épique, le 80 km de l'Ecotrail Paris en 2015. Pour planter le décor de cette course en quelques mots, le concept d'Ecotrail est né en 2008 à Paris avec cette idée de démontrer qu'il était possible d'organiser une course nature et éco-engagée au cœur d'un environnement urbain. Le format 80 km auquel vous avez pris part est l'épreuve reine de l'événement et propose un parcours qui compte 1500 mètres de dénivelé positif et 93% de chemins et sentiers. Le parcours plutôt roulant est une invitation à découvrir des lieux atypiques de l'Ouest parisien et l'occasion idéale pour ses participants de lancer leur saison de trail ou d'ultra-trail. Le départ de la course est ainsi donné de la base de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines et traverse ensuite notamment la forêt domaniale de Versailles, l'observatoire de Meudon, le domaine national de Saint-Cloud, l'île Saint-Germain et se conclut, si tout se passe comme prévu, à la Tour Eiffel, après une ultime ascension de 57 mètres jusqu'à son premier étage, une sublime, difficile mais sacrément méritée récompense après tant d'efforts déployés. Voilà pour ces quelques éléments introductifs sur ce 80 km de l'Ecotrail de Paris. Avant de faire le grand saut dans votre course, Gilles, je vous propose de vous frotter à notre exercice de la question qui pique de course épique, une question gentiment piège que je pose à chacun de mes invités. Nous l'avons dit, la Tour Eiffel constitue le cadre mythique de l'arrivée du 80 km de l'Ecotrail, et comme vous le savez, la Dame de Fer a été érigée à l'occasion de l'exposition universelle de 1889 à Paris, suscitant d'ailleurs de vives réprobations de nombre de riverains, mais aussi d'artistes tels que Gounod, Maupassant ou encore Dumas fils. Depuis sa construction, la Tour Eiffel a abrité diverses installations, aujourd'hui disparues et bien souvent insoupçonnables. Ainsi, Gustave Eiffel s'était à l'époque aménagé un petit appartement au sommet de la tour, sur la plateforme supérieure du dernier étage. D'une superficie de 100 mètres carrés, ce logement faisait office de bureau, de laboratoire d'expérience et de lieu convivial de réception de ses invités de marque. Voilà ma question qui pique pour vous, Gilles, et pour l'homme de médias que vous êtes. Une autre installation inattendue a occupé le deuxième étage de la Tour Eiffel pendant la durée de l'exposition universelle. Il s'agit en l'occurrence d'un média toujours en activité aujourd'hui, qui a pris partiellement à l'époque ses quartiers. Sauriez-vous me dire de quel média il s'agit ? J'imagine, mais non, je vais vous dire une bêtise. Ça existait en 1889 la radio. Non, ça peut pas être la radio. Je sais qu'ensuite c'était le siège de l'émetteur de la télé, à vous l'émetteur, etc. Petit indice, c'est un média papier pour vous guider, pour vous orienter. Un journal, une agence de presse. Exactement, un journal, oui. Il y avait un journal là-bas qui s'est installé. Vous avez participé à son cross, vous avez évoqué le nom tout à l'heure puisque vous avez participé à son cross. Exactement, le Figaro. Installé une antenne, si je puis dire. De façon très temporaire en fait, au deuxième étage de la Tour Eiffel, ils s'y sont installés pour y exposer donc pendant la durée de l'exposition universelle, pour exposer son savoir-faire pendant les 6 mois qu'a duré cette exposition. Et donc le pavillon du Figaro, il abritait ainsi une petite rédaction et une rotative d'imprimerie. Les faits et gestes des 24 employés, journalistes, correcteurs, techniciens d'imprimerie, pouvaient ainsi être observés par l'ensemble des visiteurs grâce à des baies vitrées. Un journal était édité quasi quotidiennement et relatait des informations consacrées à l'exposition universelle et à la Tour Eiffel. Voilà Gilles, maintenant vous en savez un tout petit peu plus sur ce lieu privilégié qui a eu le plaisir de vous accueillir à l'issue de cette Ecotrail dont on va maintenant parler. Pour revenir un tout petit peu en amont de la course, est-ce que vous pourriez nous dire comment s'est présentée à vous l'opportunité de participer à cette Ecotrail en 2015 ? Est-ce que c'est une course que vous connaissiez déjà et que vous aviez déjà identifié comme un possible course pour vous ? Oui, avec le groupe des amis coureurs, on essaie, on n'est pas toujours très rigoureux, on essaie de se faire un calendrier de l'année qui va commencer, on se réunit, on mange un morceau, et on dit tiens, ça te tente, un marathon plutôt à l'automne, au printemps, etc. Et certains d'entre nous avaient déjà fait l'Ecotrail dans sa version 80. Et voilà, levez la main qui est intéressé, et moi, bêtement, stupidement, sans réfléchir, j'ai dit bof. C'est vieux, d'ici là, je serai mort. Oui. Et donc, comme j'ai survécu à ça, on l'a couru. Et donc, ça s'est présenté. Moi, j'aime pas le mot défi, mais les paris, les choses un peu inconnues, les courses que j'ai jamais faites, et puis garder le dossard après dans une petite chemise pour regarder ça quelques années après. Je me suis dit, l'Ecotrail, ils ont réussi à trouver 1400, 1500 mètres de dénivelé dans une région qui est plate comme la main. Comment ils font? 80 km, à quoi ça ressemble? J'ai jamais fait ça, et voilà, roule Raoul, c'est parti. Est-ce que vous avez le souvenir d'avoir mis à l'époque en place une préparation très différente des précédentes pour cette course qui finalement avait une distance qui était inhabituelle pour vous? Vous venez de le dire, 80 km, c'était un format que vous n'aviez pas alors pratiqué. Est-ce que vous avez en tête d'avoir mis des choses, je ne sais pas si le format de 6 séances par semaine que vous évoquiez tout à l'heure, c'était dans ce cadre-là ou non, mais voilà, qu'est-ce qui a été particulier dans votre souvenir sur la préparation de cette Ecotrail? À votre question, ai-je développé une stratégie particulière? La réponse est oui. Était-elle suffisante? La réponse est vraiment non. Hein. C'est-à-dire que, non, on me disait, voilà, t'en fais pas pour la VMA, tu peux perdre la puissance de moteur, mais il faut augmenter la taille du réservoir d'essence.
Et on m'a dit, voilà, il faut que tu montes un peu des semaines à 60, 70, 80, 90 bornes, et puis 100. Et en fait, le travail est arrivé là-dedans. Et c'était une année, j'ai souvent beaucoup de travail. Mais là, donc, j'ai pas réussi. Je me suis dit, attends, ça va passer, ça va passer. Et en fait, vous êtes dans un territoire un peu inconnu quand même. 80 kilomètres, c'est long. Et j'étais pas prêt, mais ça peut arriver, hein. J'étais pas prêt, j'avais pas accumulé assez de kilomètres, fait assez de côtes. J'avais un peu bricolé ma préparation. Je l'avais faite parce qu'on était un groupe, on était 5 ou 6. On s'est dit, bon voilà, c'était le plaisir de le faire. Certains s'étaient bien préparés, d'autres pas. Et puis quand vous faites une distance pour la première fois, le premier 10 kilomètres, le premier marathon, le premier trail sur 40 kilomètres, tout n'est qu'erreur, en fait. Vous ne faites que des erreurs. Vous partez trop vite, vous mangez mal, vous buvez trop froid, etc. Ça. Bon, ben là, je suis tellement génial que j'ai fait toutes les erreurs, en fait. J'aurais pu en faire une, donc j'ai les ai toutes cumulées. Et voilà, j'étais pas assez préparé, mais c'est la pensée magique. Vous dites, mais attends, mon coco, ça va y aller. Bah non, ça n'a pas été très, très, très bien. On va pas se mentir. Donc ça veut dire que ça vous a pas tant fragilisé que ça avant le départ, psychologiquement, de vous dire que le travail n'avait pas été tout à fait pleinement accompli. Vous n'êtes pas parti en vous disant que vous aviez peut-être un peu sous-estimé l'ampleur de la tâche ou en tout cas pas réussi à consacrer le temps alloué à une bonne préparation et donc finalement le moment pourrait être difficile, plus difficile qu'il ne devrait. Ah non, j'étais totalement inconscient. Mais il faut une dose d'inconscience, où vous le faites de manière très carrée, très pro, etc. Ou vous le faites non pas en touriste. J'ai pas fait en touriste, mais je m'étais pas assez entraîné. Et puis, ça se joue aussi à des détails pour cette course ou d'autres courses. Qu'avez-vous fait les 3-4 jours qui précèdent? Est-ce que vous n'êtes pas levé très tôt pour aller travailler? Est-ce que vous avez suffisamment dormi? Je crois beaucoup à ça. Je suis pas du tout entraîneur, mais quand je donne des conseils à des gens, je dis, c'est bien, entraînez-vous 10 semaines, 12 semaines, mais prenez soin de vous la dernière semaine. Mettez-vous à l'abri du stress, du déficit de sommeil, essayez de manger correctement. Bon, la vie est ainsi faite que la veille ou l'avant-veille ou 3 jours avant, j'ai dû être débordé de travail, dormir 4 heures, et tout se paye. Et votre corps ne le sait pas avant de courir. Vous vous levez le matin, c'est ça qui est un des grands mystères de la course à pied. Vous êtes entraîné, vous avez été bon élève. Mais le jour J, est-ce que tu vas bien courir? Votre corps le sait, et c'est un secret qu'il garde. Votre esprit ne le sait pas. Et donc, vous pouvez mettre en équation tout ça, être le meilleur élève possible. Là, en l'occurrence, je n'avais pas été très bon élève. Vous ne savez pas. Et après, quand la course est accomplie, « Waouh, j'ai fait 3,15, 3,20 en marathon, c'est génial !» Et vous dites, bah, je te l'avais dit, tu as tellement bossé, il n'y avait pas de raison objective pour que tu ne le fasses pas. Bah, il n'empêche qu'un an avant, vous ne l'avez pas fait. Donc, il y a un mystère de l'alchimie du corps. Peut-être que les grands athlètes, quand ils font des prises de sang, le savent, le taux de ceci. Moi qui suis un simple amateur, je ne le sais pas. Et ce mystère-là, bon, en même temps, j'en avais vu les contours. Je n'avais pas assez travaillé en amont. Mais c'est pas grave. Ça m'a appris des choses. Avec quelle, si ce n'est une ambition, en tout cas un objectif, vous vous présentez sur cette course? Est-ce que c'est tout simplement et avant tout l'idée de partager ce moment avec vos camarades de course qui sont alignés ce jour-là? Est-ce que c'est finir? Quel est l'espèce d'objectif suprême que vous avez en tête ce jour-là au moment de vous élancer? Il faudrait que je retrouve peut-être ce que j'avais pensé être mon cahier de marche. Et j'avais eu l'impudence et l'imprudence de me dire, alors mon coco, d'abord la base de 50 ans en Yvelines, là pendant 15-20 bandes, c'est plat. On va y aller, hein, on va pas mollir. Hein. Donc tu vas me faire du 11 à l'heure. Après, tu as vu, j'avais regardé le parcours. Après, bon, tu y vas de ça. Mais tous les plans de bataille se sont effondrés au premier coup de canon. Enfin, rien n'a marché. Donc à la question que vous posez, oui, j'avais un plan, tu fais ci, tu fais ça. 80, ok, c'est peut-être faisable en 10 heures, tac, et puis un petit coup de rein, allez, on y va à la fin, tu vas passer sous les heures. Rien de tout ça n'a marché. Tout ça pour vous dire que oui, j'avais fait un plan de bataille totalement irréaliste et pas du tout en adéquation avec ma forme du jour. Est-ce qu'en dépit de l'optimisme dont vous nous faites part, Gilles, est-ce qu'il y a quand même quelque chose que vous appréhendez au moment de vous élancer, la distance que vous ne connaissez pas jusqu'ici, la touche finale dans les escaliers de la Tour Eiffel? Est-ce qu'il y a des points d'incertitude ou des sources d'inquiétude particulières? Oui. Ou beaucoup d'inconscience oui. Soigneusement enveloppé dans un papier craft, il y avait de l'inquiétude, mais je n'ouvrais pas trop le papier. Mais oui, il y avait d'abord la distance. J'avais jamais fait 80 kilomètres. Après, vous faites un monde de choses qui finalement ne sont pas si dures que ça. On en reparlera peut-être tout à l'heure. L'arrivée à la Tour Eiffel, on parlait du mental, mais j'étais comme un Kényan dans les escaliers de la Tour Eiffel, alors que j'étais mort à l'agonie à la frontière du SAMU une demi-heure avant. Là, vous voyez la Tour Eiffel, le tapis. Voilà. Donc je m'en étais fait tout un monde, ce qui ne fut pas le cas.
En revanche, oui, je me disais, 80 bornes, comment tu vas réagir? Ça se passe comment l'alimentation? Est-ce que tu n'auras pas trop froid, trop chaud? Comment? Mais vous avez, pour redire la chose, une pensée magique. Vous dites, allez, 10 bornes, tu sais faire, 20, 30, 40, 50, 80, tu vas devoir y arriver. J'y suis arrivé, mais comme dirait l'autre, dans quel état? Ça y est, nous sommes le 21 mars 2015, il est midi et vous vous apprêtez à prendre le départ de cette éco-trail depuis la base de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Comment se passent vos tout premiers kilomètres de course et est-ce que vous avez l'intuition, dès ces premiers kilomètres, que la course s'annonce plus compliquée que ce que vous imaginiez? Oui, parce que curieusement, sur un certain nombre de marathons ou de courses, le début, ça se passe toujours bien, sauf blessure, etc. Je me souviens, le premier marathon que j'ai couru, au bout de 20 kilomètres, j'ai dit, mais attends, c'est de la gnognotte, c'est tellement facile. Bon, évidemment, je suis effondré dans les 20 derniers kilomètres du marathon. Mais là, non, c'est allé mal tout de suite. C'est-à-dire que je me souviens très bien qu'au 25e kilomètre, j'avais des crampes, j'étais lourd, j'étais incapable d'avancer. Et là, pour le coup, ma préparation, qui était sans doute insuffisante, ne l'explique pas. Il s'est passé quelque chose ce jour-là. Mon corps, mon organisme, peut-être m'étais-je réveillé trop tôt, avait mal mangé, peut-être étais-je stressé. Mais là, je regarde mes copains, je dis, oh, on a fait 26 kilomètres les garçons là, et je suis déjà très très mal. Et donc, il y a eu alerte rouge dès le début. En fait, je n'ai jamais été confortablement installé dans un bon rythme. C'est mystérieux. Des années après, je ne sais toujours pas pourquoi, mais ça m'a mené à quelque chose que je n'avais évidemment pas prévu, qui est ce combat entre le 25e et le 80e. Je pensais en baver à partir du 60e. Et là, ça a été très difficile très tôt. Est-ce que très vite, l'idée a été que vous restiez ensemble et que vous fassiez front dans cette épreuve et que vos camarades de course ce jour-là vous accompagnent, ou en tout cas que chacun s'accompagne mutuellement au moment de ces coups de barre particuliers, qu'il y a finalement un élan collectif et qu'on se serre les coudes pour se donner toutes les chances d'aller au bout ensemble? Eh ben, c'était un peu dans le non-dit. C'est-à-dire que sur les 7-8 camarades que nous étions, il y en a plusieurs, 2 en particulier, et 3, qui, sans me le dire, ont eu cet acte d'une incroyable générosité qui est, écoute, on va avec toi jusqu'au bout. On te trimballe en civière s'il le faut, mais c'est nous qui allons t'amener jusqu'au bout. On remplira ta gourde, on va t'aider, on te tractera dans les côtes, voilà. Je ne suis pas sûr qu'ils me l'aient dit dès le début, qu'ils aient eu l'incroyable gentillesse de me dire on sacrifie nos 3 mois d'entraînement parce que notre but c'est plus de finir, c'est de finir avec toi. Vous vous rendez compte un peu? Et ils n'ont même pas dit, ils n'ont pas plastronné, ils n'ont pas frimé, ils n'ont pas. Et ça, c'était génial. Et en fait, ben, le boulet, c'était moi. Et le boulet, j'étais boulet dès le début, quoi. J'osais pas avouer au début. Mais en plus, ce qui est fou dans cette course, c'est que des sorties de 25 kilomètres, j'en avais fait des dizaines. Et j'avais un petit peu, la sortie 25 bornes, on en fait très souvent. Et ce jour-là, ça n'allait déjà pas au 25e kilomètre. Donc, ça a été un peu tragique et en même temps magnifique. Magnifique parce que cette générosité, ce partage, ce sacrifice de leurs semaines et mois d'entraînement a été incroyable. Voilà, parmi eux, il y avait une copine formidable qui s'appelle Claire, un copain qui s'appelle Nicolas, que je revois tous les jours, avec qui je recours presque tous les jours. Et c'est fou, hein. Et donc, ça a été une épreuve surmontée collectivement. Vous avez donc dépassé le premier ravitaillement qui est à Buc aux environs du kilomètre 22, vous venez d'en parler. Le parcours a réputation de se corser pas mal à partir d'ici et sur les 30 kilomètres qui suivent, avec notamment pendant une dizaine de kilomètres à partir du kilomètre 35 un certain nombre de côtes et un enchaînement de côtes particulièrement délicates. Comment vous vous sortez de ce passage exigeant? Est-ce que c'est toujours, ça continue d'être extrêmement compliqué? Est-ce qu'il y a quand même des moments de lucidité et d'un peu plus de sérénité, ou est-ce que toute cette souffrance, ou en tout cas cette difficulté, s'accumule au gré des kilomètres et il n'y a pas tellement de perspectives réjouissantes pendant tous ces kilomètres que vous vivez et qui sont en plus techniquement avec du dénivelé plus exigeant? En fait, Guillaume, la vérité, c'est que plus c'était pentu, mieux ça allait. Comme nous n'avions aucun d'entre nous le niveau de Kylian Jornet, on marchait dans les côtes. On trottinait, on marchait. Et pour des raisons, je pense, musculaires, mais je ne suis pas médecin du sport, la difficulté que j'avais ce jour-là, c'était de courir. C'est bête de dire ça. Marcher d'un pas très soutenu, comme un marcheur qui fait de la marche nordique, j'y arrivais très bien. En fait, je pense que j'étais perclus de crampes, voilà, de mauvaise gestion de l'effort. Mais monter
les côtes, j'y arrivais très bien. Donc là, ça allait bien. C'est le plat qui est en principe la partie la plus facile où on se refait la fraise. Ben, c'est là que j'y arrivais pas. Donc je me souviens très bien du ravitaillement à Buc. Je me souviens très bien qu'après effectivement ça rigolait moins, ça montait, mais c'est là où je souffrais le moins. Vous arrivez ensuite à Meudon, au kilomètre 45, pour un nouveau ravitaillement. Au regard des efforts fournis et des difficultés que vous avez rencontrées jusqu'ici et que vous avez évoquées, est-ce que l'abandon est une option à ce moment-là ou c'est totalement inenvisageable ou en tout cas pas à ce moment-là? Là, on est au cœur du combat mental en disant mes copains se sont sacrifiés, 45 bornes. Écoute, même s'il faut ramper, il faut que tu arrives au bout, quoi. Et donc, je savais que j'avais mal, que j'étais pas bien, que je n'étais pas blessé, la blessure étant un autre obstacle. Je me suis dit, écoute, faut y aller. Là, je sais pas s'il y a une barrière horaire, je sais pas à quelle heure tu vas arriver, si la Tour Eiffel sera rouillée quand tu parviendras en haut, mais il faut y aller, quoi. Et donc, 10 fois, j'ai pensé abandonner, les laisser partir sans moi, et 11 fois, je me suis dit, vas-y, t'es ridicule, ta moyenne horaire est affreuse, mais il faut y aller. Continue. Et donc, et voilà. Mais je me souviens très bien, il y avait un autre ravito qui était aux Orphelins d'Auteuil. On voit l'observatoire, enfin, on voit Meudon et on voit Paris, on voit la Tour Eiffel. J'avais très froid. Je suis arrêté 20 minutes sous une couverture de survie. J'étais pas le seul d'ailleurs, il y avait d'autres. Et là, j'étais pas bien, mais je me suis dit, allez, faut repartir. Et là, je me souviens, j'avais très froid, j'étais très fatigué, il y avait de la soupe chaude avec des petites pâtes Alphabet, là, qui m'ont réchauffé. Mais en plus, c'était un peu un supplice pour moi parce que une grande partie du parcours tourne autour de ce coin, Ville d'Avray, Sèvres, Meudon. Et c'est tout à côté de chez moi. Donc là, j'étais à 10 minutes de la douche. Sauf que les tortionnaires faisaient des tournicotons. C'est-à-dire qu'il fallait d'abord aller à la Tour Eiffel pour rentrer de chez moi. Mais là où j'habite, je le voyais, je l'apercevais pendant des heures, je l'ai aperçu. C'était inatteignable. Est-ce que vous vous égrenez les kilomètres? Là, on a dépassé les kilomètres 50 et 60. La nuit se profile ou c'est déjà installé? Est-ce que c'est un critère complémentaire de difficulté qui s'empile avec tout le reste? Est-ce que vous appréhendez ce passage nocturne? Oui, parce qu'en plus, j'avais peur de trébucher, j'avais peur de pas être un expert avec la lampe frontale. Vous imaginez, les entraînements à lampe frontale, j'en ai fait quelques-uns. Le soir, en rentrant du travail, j'ai dit, bon, allez, je vais courir 45 minutes avec la frontale. Mais je suis pas un cabri des Alpes ou des Pyrénées, hein. Donc, il y avait ça en plus. Maintenant, ce dont je me souviens aussi, c'est est-ce que t'as faim? Est-ce que t'as pas faim? C'est quoi ta sensation? Et le froid. Et en fait, la seule sensation apaisante, c'était d'arrêter de mettre un pied devant l'autre. Et c'était la seule option non envisageable, puisque j'avais décidé en mon fort intérieur de ne pas arrêter. Donc, le seul soulagement était hors de portée puisque je ne voulais pas arrêter. Donc après un passage en forêt, vous arrivez au ravito du parc de Saint-Cloud qui est au kilomètre 68. Est-ce que dans votre esprit, à ce moment-là, la course elle est quasi bouclée ou la douleur physique et la probable usure mentale prennent le pas sur cette réjouissante perspective? C'est là où j'étais le plus mal. C'est là où j'avais froid, où j'arrivais pas à me réchauffer. Et en même temps, votre cortex est coupé en deux. Il y a une partie qui, allez, t'as fait plus de 50 kilomètres, sans doute plus de 60. Allez, tu connais le parcours, ça descend, l'île aux Cygnes, tac, 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 les quais de Seine, allez, vas-y. Donc, je dirais pas que j'avais le moral, mais le sablier s'est vidé aux 2/3 ou aux 3/4. Vous dites, allez, tu vas, c'est mathématique, tu vas moins en baver moins en baver après qu'avant. Donc, c'est un assez bon aiguillon, ça, je pense. Après un passage final le long des quais de Seine et de l'île aux Cygnes, se profile à l'horizon la Tour Eiffel qui est le synonyme d'arrivée de la course. Comment est-ce que se passent ces tout derniers kilomètres où vous êtes quasiment à portée de ligne d'arrivée? Est-ce qu'il y a déjà une libération et un shift dans votre esprit ou c'est pas encore tout à fait le moment? En fait, ce qui s'est passé, c'est un petit peu avant les tout derniers kilomètres, vers les quais d'Issy-les-Moulineaux, une très bonne copine de ce groupe de coureurs qui ne courait pas ce jour-là est venue m'encourager. Vous vous rendez compte? Il faisait nuit noire, il était 22 heures, elle est venue m'encourager. Et un copain du groupe qui courait très bien, qui a dû finir en 8h15, il était douché, rasé, il sentait l'aftershave, il est venu m'encourager. Et il Venu habitait vous là. narguer surtout. Voilà, il arrive, il était arrivé, il avait eu le temps de faire une sieste, de manger, la vie était belle, il est venu m'encourager et tout. Et cette copine, Nathalie, eh ben, elle était équipée et elle a couru avec moi. Vous vous rendez compte? Sur les quais de Seine, je me souviens très bien, là où l'usine qui fabrique du béton, là, elle a couru avec moi quelques kilomètres. Eh, vas-y. C'est incroyable comme désintéressement. Et donc après,
ça s'est finalement très bien passé. Les quelques derniers kilomètres, la Tour Eiffel qui approche. Ah, c'est magnifique. Vous vous pincez en disant, mon gars, t'as surmonté tout ça, t'as réussi, la Tour Eiffel est là, je vais la bouffer. Ça va être là. Et arrive après le tapis rouge. Pour moi, le champion des Kenyans, en 11h30, j'arrive le tapis rouge. À mon avis, il va y avoir les gars en train de balayer, de faire mes boutiques tellement il était tard. Le tapis rouge, mes copains qui attendent, vous vous rendez compte, ils m'attendent et on monte les escaliers à 3 et c'était génial. On a pris une photo de mauvaise qualité, mais qui est géniale, au sommet des escaliers, donc sur la ligne d'arrivée. Oh là là, qu'est-ce qu'on était bien. J'avais plus froid, j'avais plus faim, j'avais plus mal. J'aurais pu courir 200 bornes de plus. C'est ce que je croyais. Vous bouclez ces 80 km en 11h33. Qu'est-ce que vous ressentez au moment précis de franchir la ligne d'arrivée? Est-ce que c'est la fierté qui prime? C'est le soulagement que tout ça prenne fin? Ou est-ce que la fatigue finalement prend très rapidement le dessus et vous empêche de savourer ce moment? La joie, la satisfaction, l'envie d'embrasser mes copains. Merci de m'avoir tracté, de m'avoir épaulé, d'avoir discuté avec moi pour que le temps paraisse moins long. Et puis je l'ai fait. Et le temps n'est pas important. Je voulais faire moins de 10 heures, je le ferai la prochaine fois ou pas. Mais je l'ai fait. Et donc l'accomplissement, et un accomplissement obscur et modeste. Vous dites à quelqu'un, j'ai fait l'Éco-Trail à 11h30. En plus, c'est un très mauvais temps. Mais des années après, vous m'interrogez et je me souviens de passages particuliers, de sentiments particuliers, d'une douleur, d'un soulagement, d'un fou rire, du sentiment des derniers kilomètres sur le tapis rouge. Là, j'aime pas ça parce que c'est un peu déplacé. Une certaine fierté malgré tout, en disant, ben c'est bien, tu t'es pas laissé submerger par l'envie d'abandonner, la douleur, le découragement. C'est bête, hein, parce que c'est pas l'annapurna en hivernal, mais ça demande un peu c'est pas du courage, non, ça demande de la ténacité. Voilà. Et c'est une assez belle vertu, je trouve, la ténacité. Donc, je suis content de l'avoir eu ce jour-là. Vous l'avez évoqué, il y a eu beaucoup de moments et beaucoup de sentiments et d'émotions. Est-ce qu'il y a quand même une image que vous retenez plus particulièrement de cet Éco-Trail? Si je vous en parle là, qu'est-ce qui tout de suite vous vient en tête? C'est justement ce moment de réunion avec les amis et la ligne franchie? Est-ce que c'est Ouais, un c'est moment ça. plus difficile? Il y a 2 moments. Il y a celui-là où on était fou de joie, on s'est serré dans les bras, on a pris des photos. Et un autre moment où j'étais vraiment pas bien dans une côte, on devait être au 50e kilomètre. Et là, je m'arrête. Je fais la grève, je m'arrête. J'avais pas décidé d'arrêter, d'abandonner, mais je ne pouvais plus. Et cette copine s'appelle Claire. Elle avait apporté une armoire à pharmacie dans son sac. Écoute, qu'est-ce que tu veux comme produit dopant? J'ai en magasin des pâtes de figues, des nanana. Et j'avais tellement mal, je me dis, mais je sais pas, file-moi un aspirine, un Doliprane, un truc. J'ai des crampes, mais c'est du béton armé. Et donc, elle dit, bon, bah écoute, je te donne un truc, je sais pas si ça marche. Elle m'a donné un Doliprane. Je ne sais pas si ça a marché, si c'était pas. En tout cas, elle a ouvert sa boîte à pharmacie, elle m'a donné ça, et je me suis dit, bon, ben, avec ce produit-là, c'est reparti mon kiki, quoi. Toute course est d'une certaine façon une source d'apprentissage. Est-ce que cette course en particulier, elle vous a appris des choses sur vous? Est-ce qu'elle a rejailli finalement dans les courses que vous avez pu faire ensuite? Est-ce qu'il y a des éléments que vous avez intégrés ou voilà, et qui vous ont permis d'appréhender peut-être un peu différemment la suite de votre pratique et des compétitions auxquelles vous avez pu prendre part? Oui, ça m'a appris à essayer de ne jamais abandonner. Ça m'a appris la notion de durée. Courir 3 heures, 3 heures et demie, 4 heures, 5 heures, 8 heures, ça va, je vois à quoi ça ressemble. Au-delà de 7-8 heures de course, il se passe des choses un peu physiologiquement qui sont pas vraiment liées à la course à pied, qui sont compliquées à gérer. Après, moi, je suis vraiment un coureur amateur, mais mes copains qui font l'UTMB, la diagonale des fois, là, vous dites, là, il y a encore une autre barrière. Qu'est-ce qui se passe au bout de 15 heures, 18 heures, 20 heures, 25 heures, 30 heures? Alors ça, curieusement, c'est pas forcément un univers que j'ai envie d'explorer parce que pour moi, sachant que j'aurai jamais la capacité de m'entraîner autant, je ne projette ça que comme un long continuum de douleur ou de combat. Et pour moi, il y a du plaisir dans la course à pied. Et voilà, donc je pense que je ne l'affronterai pas. Je pense que c'est au-delà de mes capacités d'entraînement et du temps que je peux y consacrer. C'est aussi beaucoup lié à ça. J'ai beaucoup appris dans cette course. Ouais. Bon, ben voilà, au bout de 8 heures, quoi. Rien ne se passe de spécial. J'en ai pas plus bavé à la 11e heure qu'à la 3e heure. Donc, la durée, le passage du temps, tu dis, oh là là, t'es parti ce matin, il était, je sais pas quoi, 10 heures, 11 heures du matin, il est 23 heures.
Et c'est comme un film, comme un morceau de vie qui se déroule, comme un univers clos sur lui-même, une aventure. C'est ça, j'ai repensé comme un film. Et j'ai trouvé ça très plaisant et j'ai refait ce film après en me disant, voilà, ton univers, c'était ça pendant ces heures-là et c'était formidable. Merci beaucoup Gilles de nous avoir fait vivre cette course haletante, exigeante, riche de solidarité qui nous rappelle, s'il le fallait, que la course à pied est tout sauf un sport individuel. Parlons maintenant très brièvement de votre avenir et de vos prochains rendez-vous sportifs. Est-ce que vous avez déjà un calendrier de course établi pour l'année 2021 en dépit des nombreuses incertitudes qui planent à ce jour ? Le calendrier est un peu fragile. On a décalé beaucoup de courses. Pour l'instant, il y a en principe le 80 km de Belle-Île-en-Mer que nous devions faire en septembre dernier. Nous sommes à nouveau inscrits pour septembre prochain. Et puis, il y a en octobre, si la course a vraiment lieu, le marathon de Londres, pour lequel je me suis inscrit en avril 2020. Ça a été reporté octobre 2020 et peut-être voilà, donc octobre 2021, j'ai aucune certitude, j'ai les bordereaux, j'ai les chaussures prêtes, les chaussettes, je suis prêt. Les assurances annulation et tout est prêt. Exactement. À plus long terme, Gilles, est-ce qu'il y a une course ou un défi sportif qui vous fait particulièrement envie et que vous n'auriez pas encore accompli ? Peut-être un trail un petit peu long, qui soit dans mes cordes, évidemment. Voilà, un trail un peu long. Maintenant, je suis à la recherche de beaux endroits, d'endroits dans lesquels vous arrivez à communier. Vous dites, j'ai couru 5, 6 ou 10 heures dans cet endroit, c'était formidable. Un pays, une ville, les endroits s'offrent à vous quand vous courez. On parlait tout à l'heure de Berlin, de Chicago, de New York. Voilà, il n'y a pas de circulation, les voitures s'arrêtent, les endroits s'ouvrent à vous. Vous pouvez dire, voilà, j'ai visité Berlin comme personne d'autre. J'ai découvert New York sous un jour que personne d'autre ne peut connaître, sauf les marathoniens. Il n'y a pas de voiture, pas de circulation, etc. Et donc, vous avez l'impression de connaître assez intimement une ville ou un endroit ou un massif montagneux ou voilà. Donc, je sais pas. Je me laisse beaucoup dériver, beaucoup guider par le hasard des calendriers, des courses, des copains qui me disent, tiens, tu veux pas t'inscrire pour ça? Comme je suis un esprit faible, je me dis, bon, allez, allons-y. Je vous propose de conclure cet épisode non pas avec le mot de la fin, mais avec le motto de la fin, autrement dit la devise qui vous guide ou qui vous inspire dans la vie. Quel est le motto que vous souhaiteriez partager avec nos auditeurs ? Je suis pas sûr que ce soit une devise qui existe, mais que je peux inventer et qui ne résume pas la course à pied. J'ai envie de dire que le mouvement, c'est la vie, pas forcément la course, le mouvement. Et disant ça, je me bats contre moi-même. On a tous des pulsions de cocooning, de routine, comme un enfant qui est bien dans une forme de routine douce et rassurante. Et en même temps, ce que j'ai appris, et là encore, ça va bien au-delà de la course à pied, c'est que l'enrichissement, la découverte, l'élan vital, il est dans le mouvement, dans le changement, dans la prise de risque, dans le fait de se laisser aller à faire quelque chose parce qu'on fait confiance à quelqu'un ou à quelques-uns qui vous dit tiens, fais ça, allons faire cette course ou faisons cette interview ou essayons ça. Et voilà. Et si vous n'êtes pas un aventurier né, je suis pas sûr d'être un aventurier né, il y a cette petite part voilà, faut se faire un peu violence et on est récompensé au centuple, me semble-t-il. C'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Merci Gilles d'avoir partagé avec autant d'enthousiasme cette course épique qui a été loin d'être un long run tranquille, mais qui est une très belle illustration de vos ressources physiques et mentales et aussi du fait que vous avez de sacrément bons copains pour vous accompagner basket au pied. Félicitations encore à vous d'être allé au bout de cet éco-trail. Je vous souhaite beaucoup de bonheur pour la suite de vos aventures et également beaucoup de réussite pour tous vos défis à venir et ils ne manqueront pas, j'en suis certain. Merci encore Gilles pour ce plaisir d'avoir pu échanger avec vous et je vous dis à très bientôt et j'espère que ce sera avec un dossard autour de la taille. Ça serait très bon signe pour nous tous. Merci infiniment Guillaume de m'avoir accueilli. Bonne émission à vous, c'était passionnant, c'était un exercice d'introspection sur quelque chose qui m'est très cher. Merci à vous et à bientôt. À très bientôt Gilles, merci pour tout. Au revoir. Merci à tous de nous avoir suivis, j'espère que cet épisode vous a plu. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à mettre le maximum d'étoiles sur iTunes, cela aidera Course Épique à se faire connaître plus largement encore. Merci et à très bientôt pour notre prochain épisode de Course Épique.